pense que ça a commencé là. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session de List Talk consacrée à la construction durable. Aujourd'hui, on va parler de la logistique au service d'une construction efficace et circulaire. Alors, avant de commencer, quelques informations générales. Donc la session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On répondra à la fin, donc on aura une petite session d'1 quart d'heure de questions-réponses à la fin. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra aussi prolonger les échanges par mail. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des questions, besoin de plus de documentation, on vous répondra. Donc aujourd'hui, on va parler de logistique. Donc dans un premier temps, je vous présenterai les enjeux et des cas pratiques de logistique mutualisée et à pied d'œuvre. Ensuite, Damien Veravert nous parlera d'économie circulaire, de déconstruction et de banque à matériaux et nous montrera les enjeux de la logistique pour ces domaines. Ensuite, Maxence Oblette nous présentera une approche commune et anticipée au niveau de la planification urbaine de ces enjeux. Et enfin, Zuber Lafage nous présentera sa vision de la digitalisation, de la construction 4.0 et du Lean pour arriver finalement en soutien et rendre cette transformation de nos métiers réelle. Donc, je vais faire cette première partie. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Fabrice Berroir, je suis ingénieur recherche et développement LIST. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille sur les thématiques de la construction Lean, de la logistique et de la digitalisation auprès d'entreprises en France, au Luxembourg et en Belgique. Et avec derrière moi plus d'une cinquantaine de chantiers. Je suis accompagné aussi de Cindy Gerlin, qui est ingénieure R&D et Partnership Officer au LIST pour la logistique et les smart buildings, qui a été très active notamment dans le cadre d'un certain nombre de projets européens et en particulier l'un des projets dont on va parler dans cette présentation. Alors, les enjeux, ils sont absolument majeurs et vraiment méconnus. C'est d'abord des enjeux environnementaux. Il faut savoir que 30% du tonnage transporté en ville est dû à la construction. On a aussi des chiffres qui montrent que la construction, les flux de matériaux liés à la construction, ça représente 20% de la circulation totale d'une agglomération comme Bruxelles. Et on a également des chiffres, par exemple aux Pays-Bas, qui indiquent que les émissions de gaz à effet de serre, en fait, seraient à 27% dues à la supply chain de la construction. Donc ça comprend tous les transports dont on parle et aussi les infrastructures, notamment des fabricants de matériaux. Et c'est des enjeux qui sont donc énormes, c'est des flux qui sont énormes, mais qui sont très méconnus parce que c'est vrai qu'avec la décomposition traditionnelle des impacts environnementaux, en fait, les enjeux de la supply chain en construction, ils se retrouvent un petit peu noyés entre les impacts du bâtiment, de l'industrie et des transports, alors que finalement, c'est en soi des enjeux assez cruciaux. C'est aussi des enjeux économiques et de productivité. Savoir que 70% du temps des ouvriers est passé sur des opérations à non-valeur ajoutée. Alors, on peut discuter sur le chiffre exact. Il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais ce qui est toujours montré là où les études concordent, c'est que la majorité du temps passé sur chantier est consacré à des gaspillages, les gaspillés. Et une bonne manière de comprendre ce phénomène, c'est le fait qu'un produit est déplacé en moyenne 8 fois sur chantier après sa livraison. Donc là, on voit tout de suite le lien avec la logistique. Et ça, c'est un impact économique qui est clair et qui est très important. Alors, il y a peu de chiffres, malheureusement, sur le sujet, mais généralement, la fourchette qu'on peut donner, elle se situe entre 10 et 20% des coûts de construction. Dans les exemples dont on parlera, on verra qu'on arrive effectivement sur ces résultats-là. Et puis, on est aussi à la veille de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Donc, je ne pouvais pas ne pas mentionner les enjeux sanitaires, et ils sont absolument colossaux. Il faut savoir que 24% des accidents de travail au Luxembourg ont lieu sur un chantier ou une carrière. La statistique est faite comme ça. Pour seulement 9% de la main-d'œuvre. C'est un sujet qui a été beaucoup étudié, notamment par l'assurance maladie en France, et on voit que 48% des accidents sur chantier sont directement liés à des manutentions. Et si on intègre aussi les chutes de plein pied, on va monter jusqu'à 80% potentiellement. Donc vraiment, l'enjeu logistique, il est crucial, et il a aussi un impact financier indirect à travers les coûts liés donc à la prise en charge des maladies professionnelles et aux assurances, qui représentent en fait déjà 5% du coût des ouvrages bâtis.
C'est aussi des coûts finalement directs, puisque une organisation logistique, on va dire pensée, organisée, entre guillemets correcte, elle est rentable. On a une étude justement de l'INRS qui montre que mettre en place une organisation logistique peut réduire le coût des travaux concernés de 6,7% et le coût total des ouvrages de plus de 3%, et avec, je dirais surtout, des réductions drastiques de l'ensemble des facteurs de risque, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui est en dessous. Donc, on est maintenant conscient des enjeux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? La première des choses, c'est peut-être de comprendre le problème. Et le problème, il vient du fait qu'on a des flux qui sont gérés en silos, chacun pour soi. Et donc, c'est ce qu'on va appeler en mathématiques des optimisations locales, ce qui fait rarement une bonne solution. Si on raisonne à l'échelle d'un territoire, ça va ressembler à quelque chose un petit peu comme ça. Vous avez finalement des flux un petit peu dans tous les sens. C'est très chaotique. Si on se place à l'échelle du chantier, ça va nous mettre face à un dilemme entre devoir soit accepter des transports incomplets, ce qui va créer donc plein de perturbations en termes de déchargement et des coûts supplémentaires souvent, ou alors blinder les camions et donc finalement surcharger les espaces de stockage, comme vous voyez sur cet exemple. C'est ça en fait qui va amener les manipulations multiples, les gaspillages qu'on a vus tout à l'heure. Je vous rappelle, hein, un matériel qui est déplacé 8 fois après sa livraison. Et il va y avoir en fait un cercle vicieux qui va se créer, parce qu'on va créer de la congestion, une perte de visibilité, et donc encore des conflits, des nuisances, et donc finalement perdre complètement pied. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a 3 solutions, je dirais, en termes de logistique qu'on voulait mettre en avant. La première, c'est les centres de consolidation, les CCC. On parle aussi de CLC, vous verrez dans les slides de Zuber. Donc, en fait, ça consiste simplement à avoir un entrepôt dans lequel les livraisons de plusieurs entreprises vont pouvoir être massifiées, mutualisées, et ensuite acheminées vers un ou plusieurs chantiers. Alors, ça ne comprend pas certains matériaux comme le béton. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'intégrer les retours depuis les chantiers, on en reparlera. Et une chose aussi importante à dire, c'est que c'est un modèle en fait où on peut avoir des CCC qu'on va appeler permanents, qui vont finalement approvisionner tous les chantiers d'une certaine zone géographique, ou des CCC temporaires pour un ou plusieurs projets définis. Deuxième solution, c'est la logistique à pied d'œuvre, ce qu'on appelle aussi le kitting, dans lequel donc, les livraisons en fait sont tirées par le besoin, c'est-à-dire qu'on va livrer précisément ce dont on a besoin pour une tâche précise, donc là où on a besoin que ce soit livré, et donc vraiment en fonction du planning détaillé. Et la troisième solution, c'est ce qu'on va appeler 3PL, TPL, Third Party Logistique. En fait, simplement, c'est une externalisation de la logistique. Donc, c'est le fait d'avoir un prestataire logistique qui va être donc un prestataire spécialisé et qui prend en charge tout ou partie de la logistique du projet. Alors, ces 3 actions, elles sont tout à fait complémentaires et cumulables. Ça me semblait important quand même de les dissocier juste pour l'explication parce que selon les cas, vous pouvez avoir par exemple une grosse entreprise qui est capable d'avoir son propre centre de consolidation sans avoir recours à un logisticien. Inversement, vous pouvez avoir un cas où vous avez un chantier qui a énormément d'espace de stockage ou des capacités de stockage, on va dire en interne, qui ne va pas avoir besoin de passer par un CCC et qui va pouvoir faire du kitting sur place. Donc voilà, c'est vraiment à voir aussi au cas par cas, mais en tout cas, c'est 3 éléments qui peuvent composer une solution logistique. Alors nous, au LIST, on a beaucoup travaillé sur le sujet des centres de consolidation, notamment avec Cindy, et dans le cadre du projet Success, qui a permis en fait de simuler les impacts de la mise en place de centres de consolidation à travers donc des collectes de données issues de plusieurs pays d'Europe. Et ce que ces simulations montrent, c'est une réduction nette de l'ensemble des facteurs finalement d'impact, donc le trafic, les différents polluants, une augmentation des taux de remplissage et une rentabilité économique. Donc ça, c'est, on va dire, les simulations, mais c'est aussi quelque chose qui se vérifie dans les faits. Et c'est un modèle, en fait, qui n'est pas tout récent. Il y a déjà des expérimentations ou des cas qui remontent aux années 2000, voire même avant, et qui se diffusent. Et alors, notamment, le cas, je dirais, un peu emblématique, historique, c'est le LCCC à Londres, qui a fait boule de neige. Et aujourd'hui, dans la région londonienne, vous avez plus d'une douzaine de centres de consolidation qui sont en activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je dirais depuis
2018-2017, ce modèle est vraiment en train, je dirais, d'exploser, notamment sur le reste de l'Europe. On a beaucoup, alors soit d'expérimentation, soit de centres qui aujourd'hui sont plus du tout au stade expérimental et qui vraiment sont en activité et en pleine activité et même en diffusion de leur activité, un petit peu partout en Europe. Alors, je sais qu'il y a justement d'ailleurs des gens qui ont participé à certains de ces projets dans le chat. Donc voilà. Nous, on va faire un petit focus sur des expérimentations qu'on a menées avec CLE, les CFL et Polygone au Luxembourg. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est finalement l'association des trois composantes dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a premièrement un centre de consolidation dans lequel on va pouvoir massifier les flux en amont, donc faire des réceptions, du stockage, la préparation de kits. Et ça permet vraiment de se décharger en fait de toutes les contraintes qu'on peut rencontrer sur chantier. On a un prestataire logistique qui donc là en l'occurrence est l'opérateur du centre de consolidation, qui va faire des livraisons donc mutualisées, optimisées en juste à temps. Et notamment ça permet, et ça c'est pas rien au Luxembourg, de faire des livraisons hors trafic, mais aussi hors de la coactivité du chantier. Et le troisième point, c'est que donc il livre à pied d'œuvre, donc un kit qui est mis à disposition à pied d'œuvre aux équipes. Donc voilà, vous imaginez, vous êtes par exemple là le plombier, vous entrez dans l'appartement, vous n'avez plus qu'à déballer finalement votre colis. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre ça en place, il a fallu travailler principalement sur les flux d'informations, donc avec la mise en place d'une plateforme IT partagée, de la planification collaborative sur chantier, je laisserai Zuber en parler un petit peu plus tout à l'heure, et une traçabilité des kits, des différentes commandes, etc. C'est quelque chose qu'on a donc expérimenté sur 3 chantiers, donc le chantier d'Orea à Differdange, le chantier d'Omnia à Esch-Belval et le chantier de Gravity à Differdange également. Et je vais faire un petit focus au niveau des résultats plutôt sur le cas d'Orea, parce qu'on a déjà des résultats vraiment publiés sur ces projets-là. Sur les autres, on est encore en train de collecter certaines informations, mais dans les explications et les commentaires que je ferai, c'est vraiment basé sur les trois projets. Alors, le projet en lui-même, du coup, c'est une tour de 14 étages. Alors, en gros, c'est assez simple, hein. Quand on fait une tour, c'est généralement qu'on n'a pas de place, donc capacité de stockage faible, accessibilité limitée. Les lots qu'on avait donc qui ont participé à l'expérimentation, c'était CVC, plomberie, équipement sanitaire, carrelage et sol, menuiserie intérieure et porte-palière, pour un total d'à peu près 1400 palettes et 1100 kits. Et il y a une chose que je voulais dire qui me semble assez importante, c'est que quand je parle de kit, les gens ont toujours tendance à croire qu'on parle d'un kit prédéfini, standardisé, répétitif, toujours le même. Si c'est le cas dans votre projet, pourquoi pas, tant mieux, c'est plus facile, très bien. Mais ce n'était pas du tout le cas ici et ce n'est pas nécessaire pour faire du kitting. Là, on avait un cas où on avait des choix acquéreurs qui étaient à la demande, donc avec une énorme variabilité. On s'est retrouvé par exemple avec des baignoires balnéo, des choses comme ça. Ça ne change rien en fait au modèle. Alors au niveau donc des résultats, en termes de productivité et de coût, on a déjà des retours très positifs sur le terrain et c'est vrai que globalement, vous rentrez dans l'appartement, vous arrivez, vous n'avez plus qu'à déballer le kit. C'est quelque chose qui est un vrai changement par rapport à la manière de faire habituelle. Et si on regarde un peu les chiffres, donc on a déjà un désengorgement du lift, on a une augmentation de la productivité, donc avec une réduction des temps de cycle. Et si on regarde l'impact économique, on a un petit peu pu estimer sur base donc, des chiffres sur le chantier. Donc, si on n'avait pas utilisé cette logistique, on a estimé que l'impact de la logistique sur les coûts, sur le chiffre d'affaires pour les lots considérés aurait été de l'ordre de 13%. Donc, vous voyez, on retrouve la fourchette qu'on avait tout à l'heure. Et là, on est descendu à 8%. Donc, on retrouve aussi plus ou moins les estimations de l'INRS. Sur l'aspect environnemental maintenant, on a divisé par 3 le nombre de livraisons qui arrivent sur le chantier. On a divisé par 2 les émissions, donc en comptant ce qui arrive en amont. Et en fait, pour comprendre un petit peu comment ça se fait, c'est que
grâce au CCC, on est vraiment capable de se décharger de tout un tas de contraintes qu'on va rencontrer sur le chantier, que ce soit des contraintes de planification, que ce soit des contraintes de déchargement, que ce soit des contraintes de stockage. Donc ça permet en fait, entre guillemets, de vraiment maximiser les camions en amont et ensuite d'optimiser entre le CCC et le chantier. Un point important, c'est que la localisation du CCC a un impact très très fort. Donc là, par exemple, avec un CCC entre guillemets collé au chantier, on aurait eu jusqu'à 75% de réduction des impacts. Et un dernier point important, c'est la reverse logistique. Quand on parle de taux de remplissage, on pense toujours aux camions qui rentrent. Il faut bien penser que le taux de remplissage, en fait, il doit se calculer sur l'aller et le retour. Et un camion qui arrive chargé ne doit jamais repartir vide. Le modèle du CCC, en fait, permet d'intégrer ça. Et c'est quelque chose qui, de notre point de vue, doit être vraiment mis en avant et poussé le plus possible dans ce modèle. Alors un petit bilan tel qu'il a été tiré du point de vue de l'entreprise générale. La première des choses, c'est que le savoir-faire des intervenants, il est valorisé au lieu d'être juste dilué dans des activités de logistique. Ça, c'est un résultat qui me semble crucial dans un contexte où, on le sait, la perte de savoir-faire et la recherche de main-d'œuvre qualifiée sont en fait la première inquiétude de la plupart des entreprises sur le secteur. La deuxième des choses, c'est que c'est une démarche qui est structurante. Elle demande plus d'anticipation, plus de travail en amont, mais elle réduit les aléas sur le chantier. Et la troisième des choses, c'est qu'on a effectivement des gains économiques et un fort potentiel de gains même. Par contre, c'est important de pouvoir répartir ça équitablement. Je vous ai mis un petit graphique à droite où vous voyez qu'effectivement, on diminue les coûts globaux, mais par contre, on a l'entreprise générale en bleu qui va assumer en fait une partie des coûts qui sont d'habitude subis par les sous-traitants. Et il faut trouver le bon mode contractuel et la bonne clé de répartition entre les différents acteurs. Ça, pour nous, ça passe notamment par plus d'anticipation. Alors, pour conclure sur ce bilan, on a vraiment identifié 3 axes principaux avec l'entreprise générale et les logisticiens. Le premier, c'est vraiment le besoin d'une masse critique, maximiser les flux, donc pouvoir faire du multi-chantier, du multi-entreprise. C'est pour ça aussi qu'une entreprise comme Stelleo, elle communique sur le modèle, parce qu'il y a besoin que l'ensemble du secteur, en fait, rentre dedans. Le besoin d'aller plus loin aussi sur l'intégration de la logistique retour, Damien en parlera, et de manière plus globale aussi, de faire le lien avec l'économie circulaire. Je vous ai mis une photo d'un exemple où le BCCC à Bruxelles est utilisé pour justement des matériaux issus du réemploi. Le deuxième point, je vous en ai parlé, je ne le dirai jamais assez, c'est l'anticipation, avec notamment une anticipation en termes de budget et prévoir ce qu'on va faire. Donc, un peu sur le modèle de ce qui se fait à Londres avec le Construction Logistics Plan. Et pour nous, c'est là aussi où les maîtres d'ouvrage, les aménageurs ont un rôle, et c'est ce que nous présentera aussi Maxence. Et puis le dernier point, il est sur la montée en compétences des acteurs, sur chantier et logisticiens. Les deux niveaux sont importants, et avec le bon outillage. Et c'est là où le lean construction, la digitalisation interviennent, et où on verra avec Zuber un petit peu vers où on va. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Damien. Donc Damien, alors si tu peux déjà allumer ta caméra. Donc Damien a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de déchets en Europe et en Afrique. Il est co-gérant de la société Retrieval, donc il va nous la présenter. Et voilà, pour moi, c'est vraiment l'une des références, l'un des leaders de l'économie circulaire en Belgique et un peu au-delà même. Donc vraiment, je suis ravi de te compter parmi nous et que tu puisses nous parler un petit peu de ce que représente dans le contexte de l'économie circulaire et de ton métier, ce que représente la logistique. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas me représenter, ça a déjà été fait. Je pense que je n'ai pas encore la main sur la présentation. Non, ça va pas l'air de marcher. Non, normalement, tu dois l'avoir là. Vas-y. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. Désolé, je dois faire quelque chose de spécial. Je crois pas. Attends, je vais juste couper ma caméra et. Ouais, c'est bon, là, tu l'as. Ça marche. Ok, donc je vais vous parler entre autres de Retrieval. Entreprise, on est basé à Charleroi.
On a un rayon d'action qui va sur le nord de la France, le Grand-Duché, toute la Wallonie, Bruxelles. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est comme ça que vous appelez ça, je pense. Et on est aussi une entreprise agréée, entreprise d'insertion. Voilà les différents points dont je vais vous parler. Je vais aller très très vite au début parce que d'abord on n'a pas beaucoup de temps. Si vous voulez plus d'infos sur Retrieval et sur nos activités, il n'y a pas de problème, vous allez sur notre site internet et vous trouverez tout ce que vous aurez envie de trouver. Donc je vais aller très vite au départ. Quelques chiffres clés sur Retrieval. Donc on est quand même une émanation de Cockerill. Au départ, on a eu pendant tout un temps Arcelor derrière nous. C'est plus le cas du tout maintenant, même si on travaille encore énormément pour le groupe Arcelor. Notre principe d'insertion, en fait, ça veut juste dire que on compte pour le moment 32 travailleurs ouvriers. Sur notre travail, sur ces 32, on essaye de garder 25 à 30% de travailleurs en insertion. Les autres sont pour la plupart des travailleurs qui étaient en insertion qu'on a engagés à la fin de leur contrat. Notre but est vraiment de créer des nouveaux métiers. J'ai bien aimé ta remarque, Fabrice, sur l'augmentation le développement de compétences. C'est évident quand on parle d'économie circulaire qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui doivent être créés. Et c'est ce quoi on se focalise pour le moment. Voilà, encore quelques chiffres sur Retrieval. Comme je le dis, je vais aller très vite. Deux gros secteurs d'activité au sein de Retrieval, le tri et la collecte de déchets, entre autres des déchets d'équipements électriques et électroniques sur presque un peu plus d'un tiers de la Wallonie. On fait, au départ, Retrieval avait été créé par Arcelor dans l'optique de prévoir le démantèlement des installations sidérurgiques du bassin Carolo. On le fait toujours, on est en train de démanteler une centrale énergétique pour le moment. Mais en fait, on le fait de moins en moins puisqu'il y a de moins en moins d'installations industrielles. J'imagine que vous en êtes conscient. Et donc, les activités de démantèlement ont assez vite glissé vers des activités de déconstruction sélective. On fait de la dépose d'amiante, on fait de la collecte de déchets en entreprise. On a développé ce service-là, je reviendrai un peu plus loin dessus parce que c'est justement un impact logistique non négligeable sur la gestion des chantiers. Donc, voilà, il existe, on le fait autant en entreprise que sur le chantier, toujours de l'assainissement et du démantèlement. Et donc, une activité qui s'est développée il y a maintenant 7 ou 8 ans, et qui se développe de plus en plus, c'est ce que nous appelons la déconstruction sélective avec maximisation du réemploi. Donc, en fait, on intervient sur un bâtiment, sur une usine ou sur n'importe quelle structure pour la déshabiller avant qu'elle ne soit démolie ou rénovée, avec une maximisation du réemploi. Donc, on essaye, dans tous nos métiers, on essaye toujours d'isoler les matériaux à plus haute valeur ajoutée pour les remettre sur le marché. On verra la chaîne de valeur tout à l'heure, qui est aussi importante en termes logistiques, mais j'en parlerai après. Voilà quelques exemples de chantiers qui ont été réalisés chez nous avec des bâtiments. Typiquement, ici, un bâtiment de bureau qui était, c'était 5000 m², qui était entièrement désossé pour arriver à un casco et avec en dessous toute une série d'éléments qui ont été conservés et qui ont été réorientés vers le réemploi. Chaque chantier qu'on fait est assorti d'un bilan matière en fin de chantier avec une performance variable en termes de réemploi. On est ici sur un chantier 21%, un autre chantier à Bruxelles où on est arrivé à 41%. Ici, on parle de taux de réemploi en poids sur les déchets sortants. Donc, l'entièreté des déchets sortants résultant de notre opération, on est de 21 à 41% avec un chantier emblématique ici, c'est un showroom d'une concession de voitures à la frontière française qui était entièrement en bois et ici on a un taux de réemploi de 95% parce que la structure avait été conçue initialement pour pouvoir être démontée et en plus on a trouvé quelqu'un qui était intéressé par la structure et donc on a tout démonté, tout numéroté, tout référencé et c'est reparti de l'autre côté. Taux de réemploi 95%. Chouette chantier, ça, on s'est vraiment bien amusé, mais vous vous rendez compte évidemment que sur un chantier pareil, la notion de logistique
Et la notion d'organisation du chantier, elle est primordiale, sinon on se retrouve avec un tas de bois et un puzzle de 1000 pièces à côté, c'est rien du tout. Hein. Donc, ici, ça a été, le fait de démonter, en fait, c'était le plus facile. L'organisation du chantier, le référencement, le transport et le stockage à 200 km du chantier initial représente un pari et un défi logistique qui est loin d'être négligeable. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ici, juste pour montrer, on a construit notre nouveau siège à Charleroi. C'est 3000 m² au total, à peu près. Il y a 280 m² de bureaux qui ont été entièrement faits avec des matériaux de réemploi. Et donc, pour nous, le but était de montrer qu'il y avait moyen de faire des bureaux ou des structures avec du réemploi, sans pour autant que ça paraisse ce qu'on voit souvent, le meuble palette, ou sans dénigrer le meuble palette aucunement. Mais juste, il y a moyen de faire du réemploi sexy, professionnel. Vous avez un exemple, des photos ici. Ce sont nos sanitaires, ce sont nos douches, c'est le hall d'entrée, c'est le bureau de la comptable, qui sont faits uniquement avec des matériaux de réemploi. Dedans, il y a 0% de matériaux neufs. Si je ne vous le dis pas, il n'est pas sûr que vous identifieriez que c'est du réemploi. Alors, en termes de circularité, et c'est vraiment un raisonnement tout à fait par l'absurde, mais c'est un raisonnement que j'aime bien présenter, dans tous les outils d'évaluation d'impact environnemental d'un matériau, on peut aller sur Totem, on peut aller sur d'autres outils qui permettent de mesurer ou de faire un ACV. En moyenne, un matériau qui va être inclus dans la construction, on dit que son impact environnemental provient de 40 à 60% de l'énergie grise liée à sa fabrication. Donc en fait, c'est très simple. Si on fait du réemploi, l'impact environnemental du matériau est diminué de 40 à 60%, qui est probablement une des meilleures manières d'éviter cet impact environnemental. Juste, voilà, l'idée ici était juste de vous montrer ce chiffre qui pour moi est assez... parfois, on tourne autour du pot, passez-moi l'expression, mais on tourne en rond pour essayer de chiffrer un impact environnemental. C'est bien de le chiffrer de manière hyper précise, mais on peut aussi avoir un raisonnement relativement simple qui donne déjà un encouragement pour aller plus loin dans l'économie circulaire des matériaux de construction. Alors, on arrive vraiment maintenant au cœur de l'économie circulaire et de l'impact de la logistique, l'impact de la logistique dans l'économie circulaire. Si vous prenez la chaîne de valeur ici de l'économie circulaire ou de la circularité des matériaux de construction, vous avez les différentes étapes qui sont reprises ici. Quand on a typiquement un chantier sur lequel on veut appliquer des principes d'économie circulaire, on démarre évidemment par un inventaire réemploi. Ensuite, on déconstruit. Ensuite, il faut conditionner, transporter, stocker, référencer. Préparer au réemploi, c'est entre autres le référencement. Puis, on le vend. Puis, il faut encore le livrer sur chantier. Et puis, il faut encore après le remettre en œuvre. Toutes ces étapes, en fait, sur chacune de ces étapes, et on va le voir maintenant, il y a chaque fois un impact qui peut être plus ou moins important. Ça peut être impacté de manière plus ou moins importante par des aspects logistiques. Un des points principaux sur tous les facteurs, et en tout cas dans la circularité des matériaux de construction, sont les critères qualitatifs, quantitatifs et temporalité. Vous pouvez essayer de faire de la circularité sur les matériaux tant que vous voulez, et il faut se mettre à la place du maître d'œuvre à la fin, de l'entreprise générale ou de l'architecte, que vous êtes pour la plupart, je pense. Si vous voulez réincorporer les matériaux de réemploi, vous allez nécessairement travailler avec ces trois critères-là. Il faut les portes de la bonne qualité, de la bonne couleur et de la bonne épaisseur. C'est la qualité, le qualitatif. Il vous faut pas 32 portes, mais il vous en faut 65, par exemple. Donc, c'est le critère de la quantité qui est très important. Et en fait, celui qu'on oublie à peu près systématiquement, c'est la temporalité. Il les faut au bon moment. Et tous ces critères-là ont un impact évidemment financier, mais vont être impactés aussi par la logistique. Alors, si on parle de l'inventaire réemploi, nous, en tant que prestataire en déconstruction, on reçoit régulièrement des inventaires réemploi qui sont faits par des bureaux d'études, bureaux d'architectes ou d'autres acteurs. Il y en a plein qui se sentent tout
à fait investi d'une mission est capable de faire un inventaire. Et en fait, le gros problème de ces inventaires, c'est que dans la plupart des cas, ils représentent juste un relevé des matériaux. Donc, on rentre dans un bâtiment et on fait un relevé des matériaux. Et c'est là qu'on voit déjà le premier impact de la logistique dans la circularité. En fait. Nous, quand on fait un inventaire, on va faire une différence sur l'endroit où se trouve le matériau dans le bâtiment. Et on va aussi voir, est-ce qu'il est réellement, est-ce que ça vaut la peine de le démonter? Est-ce que c'est faisable? Et est-ce que financièrement, ça l'est? Je m'explique. Il faut bien comprendre qu'une porte qu'on démonte au 12e étage n'a absolument pas du tout la même valeur qu'une porte qu'on démonte au rez-de-chaussée. A fortiori, s'il n'y a pas de monte-charge. Et donc, dans certains cas, il vaut mieux ne pas démonter la porte qui est au 12e étage et la laisser à la démolition. Ça peut être plus intéressant et pour des raisons purement en fait logistiques, l'impact de cette porte ou de cet élément qui est au 12e étage, on ne peut pas l'introduire dans une démarche circulaire parce que logistiquement, c'est impossible ou c'est pas du tout rentable. Et donc, il faut tenir compte dans un inventaire de l'accessibilité des matériaux, de la démontabilité, de la logistique. Nous, on s'est rendu compte que sur nos chantiers de déconstruction, le coût lié, le coût de déconstruction proprement dit, ne représentait en moyenne que 50 à 60% du coût total de l'opération. Parce que la logistique verticale et la logistique horizontale représentent souvent une contrainte. Il faut savoir aussi que bien souvent, sur des chantiers comme ceux que nous faisons en termes de déconstruction, en fait, tous les outils de logistique verticale, une grue tour, un monte-charge, un monte-matériaux, un ascenseur de chantier, etc., ne sont pas encore mis en place. Ils ne sont pas encore mis. On les met pour la démolition, mais on ne les met pas pour la déconstruction. Donc, il y a un problème à ce niveau-là sur l'anticipation, le choix de l'outillage et de la logistique. Ça, c'est pour première étape, inventaire. Si on passe à l'étape suivante, au niveau de la déconstruction, en fait, comme l'a dit Fabrice, un chantier organisé est un chantier rentable. Sur des chantiers de moyenne envergure, on essaye de former nos gars en leur disant, si vous préparez bien votre chantier avant de le commencer, vous l'avez déjà gagné. Pas facile à faire passer, mais c'est une évidence en tout cas. Un chantier de déconstruction ressemble très très fort à un chantier de parachèvement, mais comme je l'ai dit, les soutiens logistiques ne sont pas encore en place, ni les outils. Si on prend la troisième étape, un exemple ici, la troisième étape de la chaîne de valeur de la déconstruction, on parle du conditionnement du transport, du stockage, de la préparation au réemploi, etc. Et de la vente, donc c'est la troisième et la quatrième étape. On voit, ici c'est un exemple, un cas réel sur un chantier. Donc j'ai ramené le nombre à 100 parce que c'est plus facile au niveau de la compréhension. Au total, il y avait de mémoire 347 panneaux. Mais bon, j'ai pris la ratio sur 100, c'est plus simple à comprendre. Si on avait 100 panneaux, on parle de panneaux agglomérés, mélaminés, 1,20 m par 2,40 m qui servent à construire les cloisons au niveau du bureau, enfin des bureaux. Si on avait 100 panneaux au départ dans le bâtiment qui était inventorié, vous voyez la dégressivité des panneaux qui ont pu réellement être introduits dans une démarche circulaire. Et en fait, toutes les pertes entre chaque étape sont pour la plupart des pertes issues d'une contrainte logistique. En fait. C'est difficile de les démonter, ça va encore, c'est plus des compétences. Mais après, il faut les descendre, il faut les emballer ou les conditionner pour les descendre. Il faut réussir à les mettre dans le camion. Il faut encore que ce soit correctement conditionné pour que le trajet en camion ne déglingue pas les panneaux. Et puis, il faut encore que le client final ou celui qui remet en œuvre les panneaux n'ait pas une chute. Ça, c'est une chute standard, telle qu'on peut l'avoir sur un chantier de parachèvement. Mais donc, évidemment que l'économie circulaire et l'impact de la logistique sur l'économie circulaire est évidemment primordial. Donc, on a vu les 4 premières étapes de la chaîne de valeur liées à la déconstruction sélective. On va passer à la partie aval. Donc, on a fait l'amont, le démantèlement, la construction. On isole les matériaux et on essaye de les remettre en vente. Mais une fois qu'on doit les remettre en vente, il faut encore réussir à les récupérer, à les remettre en œuvre. Pardon.
Ici, un exemple sur un chantier de parachèvement, donc chantier tout à fait traditionnel tel que vous les connaissez tous. Chantier du siège central BNP Paribas à Bruxelles, plein centre de Bruxelles, à côté de la gare centrale. Très, très gros chantier. Sur toute la partie parachèvement, une fois que le gros œuvre était fini, il y avait à peu près 300 corps de métier qui étaient là. En fait, on a mis 2 gars en permanence qui géraient le parc à déchets. L'idée, en fait, était de co-gérer ou d'avoir une gestion collaborative et participative entre tous les intervenants de leurs déchets pour éviter que chacun doive gérer ses propres déchets. L'idée aussi était de pouvoir isoler, et là on parle de la circularité, mais dans la partie aval, donc la partie construction proprement dite. L'idée était aussi de pouvoir éventuellement capter des gisements ou capter des matériaux qui n'ont pas été mis en œuvre. Ça peut être des chutes, ça peut être des surcommandes, ça peut être des erreurs de commande également. L'idée était de les capter et de ne pas les mettre dans le conteneur. L'idée était aussi de consolider au niveau des conteneurs, augmenter la qualité du tri, mais pouvoir aussi consolider les conteneurs qui soient mieux remplis, éviter le foisonnement, et aussi évidemment, comme l'a dit Fabrice, de pouvoir renforcer la logistique inverse. Et donc en fait, chaque corps de métier qui avait un déchet, il le descendait au parc à conteneurs. On avait, nous, un opérateur qui était sur place, qui le prenait en photo, qui le référençait via une application qu'on a développée en interne et qui fonctionne très facilement. Et en fait, tout était référencé et c'était assez facile après de répartir les coûts pour chaque intervenant, puisqu'on avait un équivalent soit de photo ou un équivalent poids. On pouvait peser tout ce qui rentrait dans les conteneurs séparément. Et donc, c'était facile après de refacturer aux différents intervenants. De nouveau, ici, en fait, ce n'est qu'une opération de logistique. Il n'y a rien de plus compliqué, rien de difficile là-dedans. Il faut juste un minimum de formation lié à l'identification des matériaux potentiellement circulaires. Un autre cas de figure sur un chantier de parachèvement qu'on a fait à Louvain-la-Neuve, au sud de Bruxelles. C'est un chantier qui se veut 100% circulaire. Même la structure portante, les poutrelles en acier sont issues du réemploi. Donc, ils poussent la logique vraiment très, très loin sur ce chantier. Ici, en fait, on a mis en place des récipients de stockage un peu partout sur le chantier. Donc, au lieu que chaque opérateur le descende au niveau d'un parc à déchets, ici, le chantier était plus petit, un peu plus de place. On a travaillé avec des récipients qui sont fabriqués au départ de déchets, ce qui est pas mal. Je continue à parler, mais je vais mettre la prise de mon PC. Voilà. Chaque opérateur, on vient à peu près à un système presque équivalent au kitting dont il se parlait. Chaque opérateur avait son récipient ou ses récipients de stockage à proximité de son poste de travail. Et ces récipients, après, étaient descendus soit au monte-charge, soit à la grue. Alors là, il faut peut-être un petit peu améliorer notre système pour on ne va pas descendre de l'inerte dans des bacs pareils. C'est un peu au niveau sécuritaire, c'est pas tout à fait réglo. Mais le principe est là et c'est une base de fonctionnement avec eux. De nouveau, ici, c'est juste quelque chose de simple et de logistique, mais qui permet d'avoir un meilleur tri à la source des déchets et automatiquement qui permet de mieux identifier les matériaux qui peuvent être réintroduits dans une boucle pour le réemploi. Voilà, là où nous, on s'est arrêté pour le moment en termes de logistique, on est convaincu en fait que notre métier, qui on nous décrit comme des pionniers en économie circulaire, oui, on a quelques connaissances en économie circulaire, on récupère les matériaux, on les remet en vente sur un site internet aussi qui s'appelle le Cornermat, je vous invite à le visiter, il y a les références plus loin. De nouveau, le fait de revendre des matériaux, les contraintes logistiques sont énormes. Tous les corps de métier, tous les entrepreneurs sont habitués à avoir une porte bien emballée avec les vis, etc., qui sont toutes prêtes, c'est facile, c'est facile. Dans le cas de l'économie circulaire, c'est complètement différent. On est dans une autre démarche et on n'a pas nécessairement tout ça qui est prêt. Et pour pouvoir le revendre correctement, évidemment, les contraintes logistiques sont énormes. Voilà. Je pense que je suis au bout. Oui,
c'est pour faire joli. Ouais. Merci Damien. Alors, je vais reprendre la main. Donc, oui, merci beaucoup. Donc effectivement, hein, on voit à quel point la logistique, c'est un enjeu clé pour l'économie circulaire. Je vous propose maintenant de passer à Maxence. Donc Maxence, en fait, fait partie du groupe SERL, donc c'est la société d'équipement du Rhône et de Lyon. Donc il va nous présenter un projet qui pour moi est vraiment très intéressant parce que on voit là à quel point on peut vraiment avoir une approche par anticipation. La plupart des problèmes que nous on a cités, qu'on a rencontrés et que toi tu as rencontré aussi Damien, c'est vraiment des problèmes finalement d'anticipation, de prise en compte finalement des aspects logistiques. Et là, on a un cas où on a l'aménageur qui, finalement, très très tôt, donc au tout début, je dirais, de la chaîne de valeur, prend ça en main, prend le taureau par les cornes. Donc, merci Maxence, et je te passe la main et je te laisse faire ta présentation. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, comme l'a dit juste rapidement, présenter juste la CERL. Donc la CERL, c'est une société d'équipement qui s'occupe de l'aménagement en fait, un aménageur en fait pour le compte de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon surtout. Et donc du coup, on aménage l'intégralité de quartiers. Et là aujourd'hui, le projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui porte sur Villeurbanne, donc qui est la deuxième plus grande ville du Rhône et qui touche en fait la ville de Lyon, qui a environ 150 000 habitants. Et donc la CERL aménage l'intégralité, enfin, pour faire simple, multiplie par deux le centre en suivant l'aménagement de plusieurs macrolots, mais je vais vous les présenter après, juste après. Nous, on travaille donc dans le cadre de cet aménagement à ce qu'on appelle un démonstrateur de vie durable. C'est un appel à manifestation d'intérêt porté par la Banque des Territoires. L'objectif, c'est de sélectionner une multitude de projets qui travaillent sur l'aménagement, soit à l'échelle d'un îlot, soit à l'échelle d'un groupe d'îlots, soit un quartier, et pour en fait relever les 4 défis de la ville durable, qui sont la sobriété, la résilience, l'inclusion sociale et la productivité. C'est en général des projets, enfin les projets qui ont été sélectionnés sont en général des projets portés par des collectivités ou par des opérateurs. Donc là, ça a été porté par la métropole de Lyon et on accompagne ça, nous, côté aménageurs, pour faire en sorte que le projet se développe. L'objectif, c'est de porter des solutions qui sont innovantes, soit techniques, soit technologiques, soit organisationnelles. Objectif aussi très important, c'est la réplicabilité, pardon. L'objectif, c'est tout ce qu'on va tester, expérimenter dans le cadre des 30 projets là, qui sont aujourd'hui sélectionnés dans le démonstrateur du durable, permettre d'être évalués, permettre d'être testés, et tout ce qui va être testé permettre d'être dupliqué à d'autres collectivités, à l'échelle d'abord française, mais aussi à l'échelle internationale. Et dans le cadre en fait, de ce démonstrateur du durable, vous avez deux phases. Une première phase qui est une phase d'incubation. Nous, aujourd'hui, on est dans cette phase-là d'incubation où l'objectif, c'est de définir les différents éléments qu'on va tester, donc les différents modèles, les différentes expérimentations. Donc, vous avez jusqu'à 36 mois. Après, évidemment, ce temps peut être plus court. La Banque des Territoires peut financer jusqu'à 50% de cette partie-là. Et en plus, après, vous avez une deuxième phase qui est une phase d'expérimentation où là, en fait, phase de réalisation, c'est toutes les expérimentations que vous avez prévues dans cette première phase d'incubation. Vous les mettez en place, vous les évaluez et vous les testez. Hop. Et donc, dans un contexte général, aujourd'hui, nous, on met en place ce démonstrateur du durable pour un projet qui s'appelle le projet de gratte-ciel centre-ville. Donc en fait, c'est simplement multiplié par deux en fait le centre-ville de Villeurbanne, donc comme je vous l'ai dit, la deuxième plus grande ville du Rhône, dans un grand cadre où il y a énormément de projets de construction et d'aménagement dans la métropole de Lyon. Vous avez la Presqu'île par exemple, le Grand Clément et Carré de Soie. Mais ce qui est assez important, c'est de voir qu'en fait, on est dans une ZAC, une zone d'aménagement concerté, avec plusieurs constructions en même temps. Donc on aura nous vous les voyez, le macrolot A, B, C qui vont se construire en même temps. On a plus de 66 000 m², quasiment 65 000 m² de logements qui vont être construits entre 2024 et 2027. On a en plus de tout ça la construction d'un tram, alors là qui est géré directement par le Citral. On a les voies lyonnaises, on travaille aussi sur les espaces publics. On parlait aussi notamment du réemploi. On a travaillé sur le réemploi de dalles dans les espaces publics. Donc des dalles qui étaient présentes dans un autre dispositif à la ville de Lyon et qu'on a pu récupérer et qu'on a pu réinstaller
sur l'espace public. Et donc voilà, on a une multitude d'équipements en plus qui se construisent, des lycées, des groupes scolaires qui sont pareil gérés par la CERL. Et l'objectif, c'est de construire des rez-de-chaussée qui sont commerciaux et en dessus des logements majoritairement sociaux pour faire en sorte que le centre-ville soit aussi accessible à une multitude de riverains différents. Voilà aujourd'hui le grand projet d'aménagement qui est en cours. Donc les constructions vont commencer en 2024. Il y a déjà tous les équipements publics ont déjà été construits. Mais grosso modo, en fait, c'est toutes ce qu'on appelle des gratte-ciels. En fait, c'est pour faire court, l'ancien quartier, le quartier historique de Gratte-Ciel, donc le quartier centre-ville de Gratte-Ciel, a été créé dans les années 30 par un architecte qui avait identifié, en fait, qui avait visité les gratte-ciels de Chicago et donc du coup qui a reproduit ça. Et aujourd'hui, en fait, pour faire simple, on part des gratte-ciels historiques avec évidemment les nouvelles contraintes environnementales et les nouvelles contraintes architecturales. Mais l'objectif, c'est de prendre la même ADN avec des espaces publics très végétalisés et majoritairement piétons. Donc voilà pour le contexte général. Et nous, donc, on a mis en place un démonstrateur du durable sur deux aspects. La logistique urbaine, donc comment on accompagne à terme quand ce quartier va être construit, la livraison des marchandises, que ce soit à la fois pour les riverains, mais aussi pour les commerces. Et donc, du coup, aujourd'hui, on s'est rendu compte que chaque commerce fonctionne de manière indépendante. Chaque commerce fait ses commandes de manière indépendante et du coup, ça crée une multitude de flux totalement indépendants et une multitude de déchets. Cette manière de fonctionner qui est habituelle et qui fonctionne dans toutes les grandes villes françaises entraîne une multitude de flux, une multitude de pollution, d'embouteillages et de difficultés de stationnement notamment. C'est exactement le même principe aujourd'hui sur la logistique de chantier. Aujourd'hui, pour faire simple, où on va construire donc 3 macrolots, donc vous allez avoir 3 promoteurs différents. Et en fait, chaque promoteur va s'approvisionner de manière indépendante. C'est un modèle assez classique et du coup, de fait, chaque promoteur va gérer, chaque entreprise qui va construire va gérer ses déchets de manière indépendante. Et tout ça, c'est un peu ça entraîne les mêmes problématiques, notamment une multitude de camions, une multitude de pollution, d'embouteillages et de difficultés de stationnement. Et donc nous, quand on a réfléchi à ce démonstrateur du durable, on s'est dit, on connaît les problématiques aujourd'hui, comment on peut répondre à ces deux grandes problématiques qui sont la logistique de chantier, donc répondre tout de suite aux problématiques de construction, et à terme, comment on apporte des solutions pour organiser le futur du quartier dans son acheminement de marchandises pour les habitants et aussi pour les commerces. Et donc notre DVD porte sur 4 axes, sur 5 axes, mais majoritairement les deux. Donc on a créé un modèle d'organisation de chantier sobre et performant, où je vous expliquerai un petit peu on réfléchit à quelles sont les expérimentations qu'on aimerait tester. Pareil pour la logistique urbaine, donc plutôt à horizon 2027-2028, pour accueillir à la suite de la construction des macrolots. Et après, évidemment, on travaille sur les espaces publics, comment on fait en sorte que les espaces publics soient majoritairement dédiés aux piétons ou aux mobilités actives. Évidemment, de ça, il faut prévoir l'acheminement des marchandises et comment faire en sorte que tous les usages d'une ville puissent fonctionner. Et en plus de tout ça, donc on a les deux axes qui sont plutôt transversaux, qui sont la co-construction, l'innovation et la communication. Et évidemment, tout ce projet-là, on le fait avec une multitude de partenaires, avec les habitants, les riverains et aussi les commerçants. Et en plus, comme je vous l'ai dit auparavant, l'objectif, c'est que ce projet-là et toutes les expérimentations qui seront réalisées puissent servir à d'autres projets d'aménagement à l'échelle de la métropole de Lyon, mais plus largement à l'échelle des grandes collectivités françaises et internationales. Et donc, on a autour de nous un consortium, donc je passe assez rapidement, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a une équipe projet qui est constituée donc de la CERL, l'aménageur de la ZAC, de la métropole de Lyon qui est le financeur, qui est celui qui a postulé dans ce démonstrateur du durable, qui est évidemment présent dans cette ZAC, la ville de Villeurbanne, parce qu'on est dans le périmètre de la ville de Villeurbanne et qui permet aussi de créer un vrai lien avec les habitants et les commerçants, et la SVU, donc c'est la société Villeurbanne Immobilière, qui sera propriétaire, qui est déjà propriétaire dans le quartier historique de tous les logements et de tous les commerces. Et là, dans la nouvelle ZAC, on aura la propriété de l'intégralité aussi des commerces. L'avantage, c'est que vous avez qu'un seul propriétaire pour les commerces, ce qui permettra de gérer les flux dans la partie logistique urbaine, donc la partie acheminement des marchandises pour les commerces.
Et donc, nous, aujourd'hui, on a créé deux modèles de logistique. Donc, le modèle de logistique de chantier, et je vous présenterai le second, qui est le modèle de logistique urbaine. Pardon. L'objectif, en fait, c'est d'essayer d'avoir un impact sur tous les éléments de la logistique de chantier. Donc, ce que vous voyez en violet, c'est on va dire, tout ce qui rentre dans un chantier. Donc, vous avez une multitude de matériaux, de matériel pour pouvoir construire les bâtiments. Tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui ressort d'un chantier. Donc, c'est tous les produits de recyclage, enfin, tous les déchets en fait générés par le chantier, et aussi potentiellement tout ce qui est matériaux de réemploi. On en a parlé juste avant, enfin, vous en avez parlé juste avant. C'est important aussi dans les chantiers de construction ou même de démolition. Nous, avant de construire tous ces bâtiments, on a fait de la démolition, on a fait du réemploi, notamment sur un ancien lycée. C'est important de travailler sur cette composante-là, les déchets, mais aussi toute la partie qu'on peut réemployer et remettre dans la filière de construction. Et en plus de tout ça, on travaille sur deux autres composantes, la composante flux des compagnons. Donc, vous voyez comment les compagnons peuvent arriver sur le chantier, en sachant qu'on est sur des sites très contraints, en plein centre-ville d'une grande ville, et qu'on ne pourra pas accueillir tous les compagnons, tous les véhicules particuliers des compagnons pour venir sur les chantiers. Donc, comment on accompagne ces compagnons à venir en mobilité active, à venir en mobilité en transport en commun, ou pourquoi pas proposer d'un système de navette qui achemine les collaborateurs directement sur le chantier qui viennent dans les villes périphériques lyonnaises. Et on travaille en plus de tout ça sur la partie véhicules propres et engins de chantier, comment on met en place des nouveaux véhicules pour décarboner la partie chantier, donc à la fois pour le chargement et déchargement des marchandises, mais aussi pour tout ce qui est engin de levage, grue, toute la partie en fait chantier pur, pelleteuse, comment on réduit en fait l'impact des émissions de CO2, comment on teste de nouveaux véhicules aussi pour pouvoir les utiliser à d'autres chantiers. Et je voulais surtout insister sur la partie entrée en fait de chantier, tout ce qui rentre dans un chantier. Et c'est important de voir qu'aujourd'hui, on va réfléchir à mettre en place un système de régulation de chantier. Comment on cadre en fait toutes les entrées et toutes les sorties du chantier. Et pour ça, on va mettre en place un modèle où on met en place un système de logiciel où toutes les livraisons devront être inscrites sur ce logiciel. On vient les cadencer. On vient en fait rythmer les différentes livraisons. On vient créer des itinéraires pour que les camions, en fait, dès qu'ils rentrent dans la ville, puissent uniquement en fait aller directement sur le chantier, décharger et repartir. L'objectif, c'est vraiment de minimiser l'impact des livraisons. Et en plus de tout ça, on a mis en place des aires de régulation, des aires de temporisation. L'objectif, c'est que s'il y a un aléa, ces véhicules-là viennent se stationner dans un endroit sécurisé. Ils peuvent couper leur moteur et se stationner pour pas qu'il y ait de problème avec les autres usagers de la voirie. Voilà aujourd'hui ce qu'on a réfléchi sur la partie logistique de chantier. Pardon, excusez-moi. Et on a fait exactement la même chose en fait sur la partie logistique urbaine. C'est quels sont les flux qui vont rentrer, quels sont les flux qui vont apporter, enfin que vont apporter les habitants, les commerces et les bureaux. Donc c'est tout ce qui est pareil, tout ce que vous avez en gris, en violet. Et après c'est exactement la même chose, tout ce qui ressort, donc la partie on va dire déchets, à la fois des commerces mais aussi à la fois des habitants. Et il y a une vraie composante aujourd'hui qui sont sur les livraisons des particuliers et l'entretien, réparation des artisans. Parce qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'on va construire des bâtiments. Ces bâtiments, il va falloir les entretenir. Et pour ça, il faut que les artisans puissent intervenir. Et donc, il faut qu'on puisse leur donner les conditions pour qu'ils puissent stationner. Et aujourd'hui, on a de nombreuses problématiques sur le stationnement des artisans, qui sont parfois, qui n'ont pas forcément d'espace, ou alors que les aires de livraison sont en général partagées par les transporteurs et aussi par les artisans, sont souvent occupées par des véhicules particuliers. Et donc l'objectif, c'est de travailler sur ces demandes-là. Et sur la logistique urbaine, évidemment, c'est de travailler sur toute la partie comment on accueille, comment on anticipe les livraisons pour les riverains et aussi pour les commerces. Et donc du coup, on va créer, pourquoi pas, des espaces logistiques de proximité qui sont des entrepôts qui sont à proximité immédiate des centres-villes et des aires de livraison qui seront connectées sur voirie. Voilà aujourd'hui ce qu'on a prévu de mettre en place dans le cadre du démonstrateur de ville durable. Merci beaucoup Maxence. Donc, je voulais rebondir sur cette présentation. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans votre approche, c'est vraiment cet aspect
holistique dans votre approche, cette approche vraiment globale, cette réflexion vraiment anticipée des flux en amont et entrant et sortant, avec vraiment une vision durable sur, voilà, on réfléchit à des solutions, comment est-ce qu'on va faire pour que ça ait un impact sur la période des travaux et sur la période d'utilisation. C'est vraiment ce modèle-là qu'on veut pousser. Et vous avez parlé, que ce soit Maxence ou que ce soit Damien, de l'importance aussi de la digitalisation. Vous avez tous mentionné le mot logiciel, moi aussi. On a parlé aussi de nouveaux métiers, de changements de pratiques. Alors Zuber, je t'invite à allumer déjà ta caméra. Et donc j'ai le plaisir vraiment d'avoir avec nous le professeur Zuber Lafarge, donc professeur à Centrale Lille, titulaire de la chaire Construction 4.0, vraiment je dirais une des sommités un petit peu à l'international aussi, de par tous ses engagements à l'international donc sur ces thématiques, et aussi président, récent président, puisque ça vient de se créer, de l'Institut français de la construction Lean. Pour tous ceux justement comme moi qui tiennent beaucoup au Lean et qui savent à quel point le Lean peut être aussi un moyen de transformer les métiers de la construction, je vous invite vraiment aussi à aller voir le site de l'IFCEL. Alors, c'est l'Institut français, mais il y a aussi des synergies francophones. Je suis bien placé pour en parler. Donc vraiment, dans l'audience, si vous n'êtes pas français, c'est pas une raison pour pas vous intéresser à l'IFCEL. Voilà, je te laisse la parole, Zuber. Alors, au niveau du timing, voilà, tu as, un quart d'heure, un bon quart d'heure. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Voilà, c'est bon. Je suis ravi d'être parmi vous. Beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses intéressantes même sur le Lean, sur la logistique, sur la construction de demain. La pédagogie, c'est l'art de répéter les choses. Donc, il y a des choses que je vais répéter. Donc, c'est pas plus mal pour fixer les idées et avoir aussi des visions peut-être différentes. Je n'ai pas encore la main de ma présentation. Si je peux avoir le slide, les PPT. Non, c'est bon, vas-y, essaye. J'arrive pas. Non, c'est bon. Ouais. Alors, j'en profite juste pour te couper du coup. N'hésitez pas à poser déjà vos questions, comme ça on aura déjà un petit peu des questions, parce que pour l'instant je vois pas encore beaucoup de questions, donc attendez pas la fin des présentations pour commencer à poser vos questions. Je pense qu'il y a des choses que vous aurez oubliées d'ici là, et puis vraiment ça nous permettra aussi de nous organiser sur les échanges. Voilà, je te remercie, je te coupe pas. Il n'y a aucun problème. Donc moi je vais parler de la construction Lean et de la construction 4.0. Et je vais, comme j'avais dit, faire une petite synthèse et faire en fait des allers-retours avec les trois intéressantes interventions de tout à l'heure. Donc, je rappelle ce que c'est la construction 4.0 qui émane de l'industrie 4.0. Et les 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 de l'industrie 4.0 émanent en fait des 4 révolutions industrielles. Nous avons la première révolution industrielle entre 1765 et 1845. C'est là où on a découvert en fait le charbon principalement. Deuxième révolution industrielle avec la production en masse, avec le Fordisme et la création en fait des usines de voitures, etc. Mais derrière ça, il y a une révolution énergétique qui est la découverte de l'électricité. Troisième révolution industrielle, 1980-2000, c'est là où il y a tous les aspects en fait automatisation, automation et robotique. Et l'industrialisation, on va dire, pure et dure. Et également, on a les énergies renouvelables. Et on est dans l'ère de la 4e révolution industrielle avec ce que vous connaissez en fait, et ce que nous vivons actuellement, l'intelligence artificielle, la blockchain, le métavers, le cloud, la cybersécurité. Et on est dans une 4e révolution industrielle. Et chaque fois qu'on dit le terme révolution, il efface tout ce qu'on sait avant et on refait en fait un nouveau modèle de société, de cité, de ville, aussi de nouveaux problèmes qui vont émaner parce que on est dans une nouvelle ère et qu'il va falloir vraiment être en plein cœur. Donc le 4.0 vient de l'industrie 4.0 qui est le nom de la stratégie on va dire allemande. La stratégie française, elle a un autre nom, elle s'appelle l'industrie du futur. Et qui est à la fois technologique comme les Allemands, mais on rajoute en France 2 éléments assez importants qui sont le social,
comme vous pouvez l'imaginer, avec une école de sociologie assez importante en France, mais également l'aspect environnemental et l'aspect énergétique. D'autres pays, ils ont d'autres noms. La Chine, le nom de sa stratégie, c'est le Silk Road, c'est la route de la soie. Le Japon, la stratégie japonaise, elle s'appelle Société 5.0. Donc, vous voyez, hein, ce n'est pas Industrie 5.0 comme on peut l'entendre lire parfois, qui est académiquement pas très correct, parce qu'on est dans une révolution qui est forcément liée à une révolution énergétique. Voilà, je donne l'industrie du futur qui est la stratégie française. Et on est, si vous écoutez bien, en fait, les décideurs en France, on parle toujours de réindustrialisation de la France, donc c'est un élément assez important. Donc il y a un retour, en fait, de renforcement de cette industrie du futur d'une manière assez importante. Et après le Covid également, il y a un autre mot qui arrive, qui est assez important et qui est la souveraineté, qui est lié à la réindustrialisation également de la France. Ce sont deux éléments importants à garder, qui sont dynamiques, qui donnent la stratégie, le cadre en fait de l'évolution en fait de pays. Et puis on entend aussi des mots comme la sobriété, où il y a vraiment la stratégie française 2050 zéro carbone, et que si vous regardez toutes les entreprises et tous les établissements publics, tous, on a une stratégie, ce qu'on appelle 2030, avec la décarbonation et l'aspect environnemental et l'aspect énergétique chaque fois qui vient. Donc, on est à la fois dans une accélération technologique assez importante, avec de nouvelles technologies et de nouveaux métiers. J'aime bien le mot métier, pas le mot emploi, même si les emplois, c'est intéressant, mais on a de nouveaux métiers qui sont liés à des compétences, et nous préparons nos élèves ingénieurs et nos doctorants pour les nouveaux métiers de demain. Donc ça, c'est sur l'aspect technologique, mais il y a l'aspect aussi social, comme j'avais dit, assez important en France et dans d'autres pays, et l'aspect environnemental et énergétique, qui est vraiment la stratégie long terme et la stratégie également court, moyen terme, sur lesquelles il va falloir vraiment se positionner et avoir une démarche structurée et durable, qui est liée en fait à une vision d'une société, des emplois, des métiers, de la ville et de l'organisation, donc pour le bien-être de ces citoyens. L'industrie 4.0, comme vous voyez, on a des robots. L'image classique, c'est des robots, c'est des capteurs, mais on oublie la partie humaine qui est assez importante. Et on va regarder, parce que le contexte actuel de la construction, qu'il s'agisse du contexte en France ou bien à l'étranger, hein, on retrouve le même contexte global. Ça a été dit tout à l'heure d'une manière assez précise. Je vais uniquement rappeler rapidement le secteur de la construction consomme beaucoup d'énergie, 44% d'énergie totale. Il émet énormément de CO2, d'où France 2030 et puis la stratégie environnementale. Le BTP également produit beaucoup de déchets, donc cette chasse au gaspillage elle est très importante. Le BTP produit plus de déchets que les citoyens, comme vous voyez. Et puis les nécessités des foyers et de logement assez importantes. Si vous entendez les informations actuellement en France, on est complètement dans une crise de logement aiguë, assez importante, et les raisons, ils sont multiples. Hein. Je ne vais pas évoquer aujourd'hui, donc il y a une nécessité de besoins au niveau énergétique. Au niveau social, 1 300 000 travaillent dans ce secteur, donc socialement, c'est impactant. C'est quelque chose qu'il faut tenir toujours en compte. Il y a des familles, il y a un aspect social assez important, et le secteur de la construction, il a été toujours un intégrateur social. Et puis, la figure au-dessus que vous voyez, c'est la partie productivité. Le secteur de la construction, globalement, c'est un secteur où la productivité n'a pas bougé si on le compare par rapport à d'autres secteurs comme l'aéronautique, l'automobile ou l'agroalimentaire, où on voit que la courbe bleue n'arrêtait pas d'augmenter, de croître, ce qui n'est pas le cas du secteur de la construction, qu'il a besoin en fait d'une révolution interne et d'appliquer toutes les transitions sur lesquelles nous entendons parler, transition énergétique, transition environnementale, transition également sociétale, l'aspect digital également, la sécurité et le retravail sur lequel je vais revenir encore. Sur le total des ventes, la France est dotée en fait des atouts assez importants au niveau de la construction, avec des leaders nationaux et mondiaux qui ont une réputation de technicité de montage de projets complexes assez forte, mais également des PME et un réseau de PME très intéressant sur lequel
qu'on est dans la stratégie et qu'on est dans la vision long terme. Il faut le protéger, il faut l'aider en fait à encore monter en compétences. C'est les mots qui a été dit. Quelques mots rapides. Hein. Il y a en France, au niveau des statistiques et des données sur les chantiers, un mort chaque 2 jours, pour donner un chiffre. 7% d'ingénieurs diplômés travaillent dans la construction. Ça montre que l'attractivité également. 1,8 million d'employés, là ça a été dit tout à l'heure, et l'âge moyen d'un salarié en BTP, c'est 42 ans. Beaucoup de faillites également des PME qui tournent autour du secteur de la construction. Des factures également impayées, ce qui montre qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de qualité, en termes de culture de qualité et de culture de satisfaction client et satisfaction en fait entre les parties prenantes. Je ne vais pas revenir sur ces éléments-là. Et puis on a quelques données sur les problèmes en fait. Par exemple, les accidents, c'est principalement la manutention manuelle, le chute à plat pied. Toutes ces données qui sont très intéressantes. Nous, au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement supérieur, nous travaillons sur l'amélioration de ces problèmes et de ces défis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On parle souvent dans l'industrie manufacturière de la gestion de production et on parle dans le secteur de la construction de la gestion de projet. Ça, c'est vraiment un élément important sur lequel nous avons vu que le secteur de la construction, en termes de formation, c'est-à-dire au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des universités, ils ne sont pas en fait formés à la logistique et surtout à la logistique de la construction. Donc, voilà un élément assez important, stratégique, sur les aspects formation, d'abord au niveau des écoles d'ingénieurs et des universités et au niveau également interne. Les outils qui sont utilisés jusqu'à maintenant et même dans la culture, on parle toujours beaucoup de gestion de projet en construction, ce qu'il va falloir vraiment changer parce qu'il va falloir penser plutôt et utiliser en fait des outils de production, de la gestion de production, comme le cas en fait au niveau des usines ou bien de l'industrie manufacturière, mais en même temps en gardant cette spécificité et cette spécificité en fait de l'industrie de la construction et ça c'est vraiment un travail de recherche et d'innovation assez important que nous menons avec d'autres depuis quelques années. Les principes d'origine de la production, il y a 3 écoles de pensée sur lesquelles je vais revenir, qui sont, c'est les TFV, T comme transformation, c'est une première école, et puis l'école aussi qui traite de flux, on en a parlé tout à l'heure, mes collègues qui ont précédé, et puis l'école également qui s'intéresse à la valeur. 3 pensées, 3 écoles, mais les 3 peuvent être également combinés. Et si je prends uniquement la partie, la 3e école de pensée qui est liée à la production comme une création de la valeur, ça c'est vraiment un élément assez important. Nous, la valeur ici à Centrale Lille, nous étudions la notion de valeur, les théories de valeur, comment définir une valeur, comment mesurer une valeur, qu'est-ce que c'est une tâche qui a une valeur et qu'est-ce que la tâche qui a une non-valeur, quel est son impact sur les clients et sur toutes les parties prenantes. Ça, ce sont vraiment des études assez intéressantes et on peut aller également sur les aspects recherche sur la notion de productivité dans la construction et non la productivité telle qu'elle a été donnée depuis plusieurs années dans le secteur manufacturier. Et donc, nous, on pense qu'il y a des méthodes et des mesures et des équations qui sont liées à la construction. Rapidement, les principes à l'origine de la production, on voit ici, on prend l'exemple de la production d'une brique. Donc, vous avez une argile qui est cuite et qui est transformée en brique. Donc, on a une transformation. On peut également étudier, après je vais revenir sur la partie Lean, c'est cette notion de flux de ces écoles-là. Et puis, la valeur des tâches qui peut également être étudiée par rapport au client qui ne doit pas payer en fait les problèmes de l'organisation de celui qui lui vend un produit. On a également comparé la chaîne de production et la chaîne de construction, soit au niveau structure, soit au niveau des flux, soit au niveau de la collaboration, soit au niveau produit de demande, soit au niveau tampon. Par exemple, je prends uniquement un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la chaîne de production,
on parle par exemple il existe des modèles d'inventaire dans la chaîne de production. Par contre, dans la construction, il n'y a pas de modèle, les modèles sont non existants. Le stock sur site pour réduire des risques, l'utilisation des flotteurs, et donc c'est vraiment des choses encore à mettre en place. Si on regarde la collaboration, ce sont des relations à long terme dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'aéronautique avec des bénéfices partagés. Les pratiques sont contradictoires dans le secteur de la construction et les flux d'informations sont rapides dans la chaîne de production. Les flux sont longs dans la construction et je passe la comparaison. Qu'est-ce que c'est le Lean? Qu'est-ce que c'est la construction Lean? J'insiste sur le fait que la construction Lean n'a rien à voir avec le Lean Management. Donc ça, c'est vraiment c'est du Lean spécifique à la construction. Le principe de base, c'est le Lean, c'est une philosophie, c'est un esprit. Quand les décideurs, quand les dirigeants, il est vraiment bien formé sur ces aspects-là, il y a un changement de culture assez importante en fait de son entreprise et de son modèle, qui induit également un changement de vision et un changement en fait dans la manière de penser. Pour simplifier pour aujourd'hui, il y a deux piliers assez importants. Le premier pilier, le plus important sur lequel on ne communique pas beaucoup et nous, au niveau académique, on insiste avec nos partenaires industriels, c'est la partie collaboration. Il y a des nouvelles méthodes scientifiques de collaboration. Ce sont des choses sur lesquelles il va falloir travailler, collaborer entre toutes les parties prenantes et collaborer dans l'équipe projet d'une manière assez précise. Donc pour cela, on s'inspire des méthodes soit par biomimétisme, soit par les méthodes au niveau des sportifs, soit par des méthodes qui sont utilisées dans d'autres secteurs qui ne sont pas la construction. Mais il existe des méthodes de collaboration qui, si on veut vraiment collaborer, nous permet en fait de l'appliquer et le faire. Le deuxième pilier qui est le plus connu, qui est le plus simple à comprendre, entre guillemets, c'est la lutte contre le gaspillage, c'est la chasse à tous les gaspillages en temps, en information, en matériaux, en process, en logistique et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les deux choses assez importantes. C'est plus facile de s'intéresser aux chasse de gaspillage. Et là, j'aime pas trop parler d'optimisation. Par contre, collaborer, c'est vraiment le plus difficile. Et le Lean, ce sont deux éléments assez importants. C'est d'abord au niveau entreprise ou bien au niveau institution, c'est les travailleurs, c'est-à-dire c'est les employés, si on peut dire des choses comme ça, et c'est la culture. Et donc, si on investit, on ne va pas investir uniquement sur la technologie, mais on investit sur les personnes qui travaillent dans notre établissement ou bien dans notre entreprise. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Et ça, c'est avec des méthodes collaboratives assez importantes. Et si on intègre, et si la culture devient, par exemple, si la qualité ou bien le Lean est intégré dans la culture de l'entreprise, plus besoin en fait d'actionner en fait les choses émanent d'une manière assez implicite et assez intuitive pour la collaboration et pour la partie également technologique. Voilà quelques données sur la partie logistique. Pour revenir un peu sur la partie logistique, nous avons fait des sondages. On voit en fait dans la construction 60% des gens ne pensent pas en fait à la logistique, n'ont pas de compétences en logistique dans le secteur de la construction. C'est effarant pour dire les choses clairement. Nous, on a fait plusieurs articles scientifiques et des articles en fait de vulgarisation. Nous avons travaillé avec plusieurs entreprises dans la construction. Bien sûr, avec ces entreprises-là avec qui nous travaillons, les choses avancent et elles sont même pionnières dans le domaine du kitting, dans le domaine de la construction Lean, dans le domaine de la logistique. Mais la masse globale, c'est la logistique de construction, on peut dire que c'est vraiment peanuts et il faut qu'elle rentre dans la culture de l'entreprise de construction. Et quand je dis qu'elle rentre, ce n'est pas en cherchant un logisticien du domaine de l'industrie manufacturière qu'on peut intégrer la culture de logistique. J'insiste sur ce point-là en fait. Il faut que ça soit vraiment pris en charge, compris, assimilé, digéré, parce que notre secteur de construction, il a ses spécificités et il y a une logistique de construction qui est complètement différente de ces notions de logistique de manufacturière.
Des modèles de logistique, tout le monde en a parlé tout à l'heure, le just-in-time, le kitting. Nous avons fait des travaux très intéressants sur le kitting il y a une dizaine d'années avec Rabot du Tilleul. Nous travaillons également actuellement sur des modèles de logistique, de planification avec Bouygues Construction. Nous avons plusieurs partenaires pour ne pas citer qu'eux. Et vraiment, les choses avancent d'une manière assez importante. Voilà un article scientifique qu'on a publié sur la partie logistique. On voit les flux physiques, les flux d'informations et les flux financiers qui rentrent également dans une vision globale pour améliorer en fait les process et pour intégrer la logistique amont et pendant et également après. Donc, quelques éléments clés, des outils, des outils qui sont connus, hein, le kitting, les 5S, la VSM, le LPS comme un outil assez performant qui peut être utilisé pour l'application de lignes construction. Et l'IPD également, là, c'est vraiment, on est dans l'aspect, pas unique, parce qu'on pense toujours à un aspect technique et un aspect organisationnel, mais aussi l'aspect juridique avec l'IPD, c'est l'Integrated Project Delivery. Ça, ce sont de nouveaux types de contrats, on appelle les contrats uniques avec toutes les parties prenantes. Et on parle plutôt pas de partenariat, mais d'alliance en fait, hein, où là, on met tous les belligérants autour de la table et on fait un seul contrat avec l'architecte, avec maître d'ouvrage, maître d'œuvre, les financiers, les clients et ainsi de suite. Ça, ce sont de nouveaux modèles qui nous arrivent en Europe, qui sont déjà en fonction principalement aux États-Unis, au Canada, mais également en Allemagne et dans les pays, en Finlande. Et il y a en fait un aspect juridique de contrat sur lequel je voudrais insister aujourd'hui et qui peut œuvrer en fait sur l'amélioration de la productivité, de la qualité, de la logistique d'une manière importante entre les belligérants. C'est vraiment un élément qui me paraît important. Target Value Design également, c'est cette notion aussi de valeur liées à la conception, liées au client et liées bien sûr au coût. Et ce sont des outils assez intéressants. Voilà, je présente juste avant je présente ici la vision de la ville. Ma vision de la ville, en fait, hein, on voit ici, c'est très chargé, mais on voit des éléments assez importants vous imaginez-vous dans une ville, imaginez le nombre de chantiers dans la ville, imaginez le nombre de camions, imaginez les nouvelles circulations, la qualité sonore, la qualité de l'air également, et les changements en fait que peuvent subir en fait les citoyens, la préparation des chantiers, la fin de chantier, toutes ces transformations dans chaque ville en fait. On n'est pas encore arrivé à un tableau de bord où le maire de la ville il a un tableau de bord sur le nombre de chantiers, sur l'avancement des chantiers, sur les circulations en fait engendrées et sur l'impact ne serait-ce que de la pré-logistique, je ne parle même pas de la logistique, mais de la pré-logistique, sur la vie du citoyen, en fait, de citoyens de cette ville-là. Les grandes villes qui sont conscientes de leur classement, de leur attractivité sur tous les plans, sont conscientes qu'il va falloir avoir un tableau de bord qui permet en fait d'avoir une idée générale ergonomique de ce qui se passe dans la ville au niveau des chantiers et des progressions des chantiers et l'impact sur la notion de transport, livraison, accidents et ainsi de suite. Là, on voit ici des grilles connectées, une tour de contrôle, un centre de formation, on voit l'impression 3D, la plateforme de drones également, centre de maintenance, véhicules autonomes, des drones, des constructions modulaires. Ce sont les éléments les plus importants sur lesquels on voit qu'on est dans une ère de construction 4.0 dans les prochaines années, qui doit intégrer la construction lean, qui doit intégrer en fait une vision globale de la ville et de la ville durable qui intègre principalement les citoyens et entre guillemets les clients d'une manière assez respectueuse en fait et commune.
Je vais devoir te couper, Zuber. Alors, je terminé. sais que tu arrives tout à la fin, c'est parfait. Juste pour laisser un tout petit peu de temps pour les questions. Donc, vraiment, merci beaucoup encore à toi. Alors, je reprends la main. J'ai uniquement précisé que j'ai 5 livres, dont un livre sur la logistique dans la construction pour ceux qui veulent s'intéresser et la construction ligne également, ceux qui veulent s'intéresser. Merci. Ouais. En Merci français. beaucoup, Zuber. Je rebondis sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que je pense que c'est très important pour moi qui fais du Lean depuis 10 ans, de bien dissocier le Lean construction et le Lean management et l'apport de la collaboration. Je voulais insister notamment sur l'IPD. Je pense que l'IPD, c'est un bon moyen justement de mettre en œuvre aussi ce modèle dont parlait Maxence, puisque effectivement là on est face à des métiers nouveaux, face à des problématiques nouvelles, et en fait on se regarde un peu tous en chien de faïence. Personne, honnêtement, aujourd'hui vous allez voir un sous-traitant, un plaquiste par exemple, il ne sait pas le coût de sa logistique. Personne ne les connaît réellement, on a des chiffres, mais aujourd'hui personne ne connaît réellement ses coûts, et donc finalement mettre en place des alliances comme ça, c'est aussi le schéma qui peut lever la difficulté dont je parlais par rapport justement à cette redistribution des coûts et des gains de manière finalement. Je vous invite tous à allumer vos caméras. Je parle pour les gens du panel. Et donc dans le public, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais en profiter moi pour faire une petite annonce encore. Donc le 6 juillet, le LIST en partenariat avec Lux Innovation et Betrieb und Umwelt organise donc une journée, une conférence construction durable pour les villes résilientes. Donc c'est vraiment un grand événement sur la journée. On est en train d'essayer de faire un programme vraiment assez intéressant. Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site ou contacter Perla qui travaille à l'organisation de tout ça. Je remercie encore tous les acteurs. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. On va devoir s'arrêter par contre à l'heure, mais si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Et s'il y a des questions qui arrivent par exemple à la fin et qu'on n'a pas le temps d'y répondre, on pourra aussi revenir vers vous. On garde en fait l'historique. Donc voilà, merci à tous. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros, je pense. On a une première question de Jérôme Rouge, que plusieurs d'entre nous connaissent, qui donc s'adresse à Zuber. Donc, qui vois-tu construire le tableau de bord des chantiers pour une ville? Je pense que c'est une bonne question. Nous travaillons, en fait, il faut une multitude de compétences, en fait. D'abord, il faut de neurobiologistes, ça veut dire des ergonomistes. C'est vraiment des éléments importants, en fait. Dans un tableau de bord, il doit être limité au nombre des indicateurs. Et un être humain peut le comprendre tout de suite et peut prendre également une décision. Il faut qu'il soit, le tableau de bord, il faut qu'il soit pratique, utile pour le décideur, pour le maire, mais également pour le technicien dans le cas où il a besoin d'une technicité. Donc, il y a un travail d'intelligence artificielle, il y a un travail des données, pour ne pas utiliser le terme data, il y a un travail d'ergonomie, il y a un travail de DSI, il y a un travail d'architecte, de conceptuel au niveau de conception assez important. Dans tous les cas, c'est vraiment un travail des penseurs, des visionnaires qui permettent en fait de traduire une donnée générale pour un décideur politique qui est le maire de la ville, ou bien que le maire d'une métropole, ou bien le maire d'une région. Dans tous les cas, il faut qu'il soit public pour prendre des décisions assez importantes et qui impactent en fait qui impactent en fait la vie du citoyen en fait, parce que l'objectif c'est d'avoir un tableau. C'est comme quand vous êtes dans une voiture et vous avez un tableau de bord. Vous voyez les indicateurs, ils sont pas nombreux, mais vous avez la vitesse, vous avez le gasoil, et vous avez des éléments assez importants qui vous prendre quelqu'un qui pilote. Et le pilote ne peut être que public dans ce cas-là, et tous les ingénieurs, tous les techniciens, ils peuvent venir après en fait abonder, améliorer en fait ces données-là. En tout cas, je vois des spécialistes d'ergonomie et je vois des spécialistes de neurobiologie assez importants pour choisir les indicateurs et prendre les décisions potentielles qui impactent les citoyens après. Et je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que là, tu en parles pour 2049, mais finalement, il n'y a pas forcément besoin de se projeter aussi loin. Aujourd'hui, on parle beaucoup des digital twins.
et en fait finalement de l'interopérabilité entre différents digital twins, entre différents niveaux de digital twin. Là par exemple pour la construction, tu vas avoir le digital twin, la modélisation des supply chains, et puis de ce qui va se passer sur les chantiers. C'est des échelles différentes, mais c'est en fait par l'interopérabilité qu'on arrive à associer ces différents niveaux jusqu'à un niveau aggloméré. Et après, c'est vrai que la question du bon indicateur reste toujours cruciale pour la bonne décision et pour le process qui est derrière. Mais en tout cas, technologiquement, c'est des choses qui arrivent. Je sais que Cindy Tout à aussi, fait. par exemple, peut en parler. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a Alain Menech, donc par rapport au projet Villeurbanne, donc est-ce que l'étude de la logistique usagée après la construction va jusqu'à intégrer la livraison alimentaire via les drives en regroupant les commandes? Alors, je vais peut-être pouvoir répondre. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est mise en place pour la partie alimentaire de ce qu'on appelle un espace logistique de proximité. Pour faire simple, c'est un mini entrepôt à proximité immédiate du quartier. Et dans cette partie entrepôt, il y aura tout ce qui est commerce, enfin tout ce qui est alimentaire, mais aussi pas à destination des commerces, mais aussi à destination des riverains. Donc oui, aujourd'hui, c'est prévu. On travaille beaucoup avec les spécialistes de la logistique et du transport pour voir comment on peut adapter ce futur entrepôt pour l'alimentaire, parce que ça nécessite, enfin, ça a des contraintes supplémentaires. Mais oui, évidemment, en fait, sur le projet gratte-ciel, on travaille sur tous les flux, en fait, donc marchandises alimentaires, livraison à domicile, même des colis, enfin, tous les éléments de livraison possibles et imaginables. Merci Maxence. Je voulais rebondir d'ailleurs là-dessus parce que c'est vrai que dans les études qu'on a faites, on se rend compte que vraiment le coût fixe, par exemple du CCC, des entrepôts, c'est en fait le principal point bloquant qu'on rencontre surtout en début d'expérimentation. Donc il y a deux choses à faire pour ça. C'est déjà diminuer l'impact de ce coût fixe en maximisant l'ensemble des flux qui peuvent passer et s'y prendre suffisamment tôt. Donc c'est vrai que c'est de ce point de vue-là très très intéressant et c'est vrai que par exemple construire un centre de consolidation pour le démolir à la fin des travaux, ça n'aurait aucun sens. En tout cas environnementalement, ça n'aurait aucun sens. Penser par contre la logistique urbaine et l'anticiper dans la phase travaux et c'est vrai que par exemple quand on sort un projet d'aménagement, on a tendance à vouloir sortir certains lots en premier parce qu'on imagine qu'ils vont rapporter plus d'argent. Mais c'est vrai que si moi je devais construire, et vous le voyez sur un fœtus, on a d'abord le système sanguin qui va se créer et puis ensuite le reste des tissus qui vont se développer. Je pense que c'est un petit peu la même analogie. Hein. Zuber parlait de biomimétisme. Il faut penser en fait cette zone et là, on a la chance d'avoir un aménageur qui a la main sur l'ensemble de la zone. Dans certains cas, ça peut demander d'avoir des acteurs qui vont collaborer de manière plus fine, mais vraiment essayer de penser beaucoup plus global et c'est la manière de faire des économies et des réductions d'impact pour tous. Donc, on va terminer peut-être sur ces mots-là, même si je vois qu'il y a encore pas mal de monde dans l'audience. Donc, ça veut dire qu'on est resté captivant et qu'il n'y a en même temps pas tellement de questions. Moi, je voudrais terminer du coup sur ces mots-là. Vraiment anticipation et collaboration. Je pense que c'est les deux termes à retenir de cette présentation. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence. Je vous remercie tous également d'avoir animé, d'avoir participé, vos expériences que personnellement je trouve absolument passionnantes et complémentaires parce qu'on voit qu'effectivement hein, on a le côté un peu lean, un peu techno, un petit peu logistique et économie circulaire et gestion finalement de ces flux de manière très concrète et que tout ça c'est des approches qui sont extrêmement porteuses, extrêmement complémentaires et je dirais tout simplement cruciales aujourd'hui. Merci encore. Voilà, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. J'espère avoir l'occasion de vous voir nombreux à la conférence du 6 juillet ou à d'autres événements, par exemple organisés par Zuber et l'IFCL. Merci beaucoup. Merci, c'est Merci. ravi. Et au revoir. Merci, à bientôt. Merci encore. Bon après-midi.